Donc, je m'appelle Sébastien Lepetz, je suis archéozoologue et je vais vous parler d'os de bête. D'abord, je voudrais remercier Dominique Frère et Christophe Le Pennec de m'avoir convié à cette journée. Quand Dominique, tu m'avais invité, je me suis dit, tiens, ce serait l'occasion effectivement de vous présenter un dossier qui a déjà quelques années, qui est inédit, et que du coup, qui n'est paru, donc certains éléments seulement sont parus dans le catalogue qui est sorti en 2020, Manevation, qui a appuyé l'exposition qui a été présentée ici, à Vannes. Donc il s'agit du site de Manevation, qui a été fouillé par Alain Provost depuis les années 2000 et qui se situe non loin d'ici, chez les Vénètes. Il faut savoir que les cartes que je vais vous présenter, les documents présentant le site, proviennent du catalogue. Je me suis allègrement servi dedans. Donc, les crédits des cartes et des photos viennent de là. Donc, on se situe dans la ria de l'Étel. Je vais vous trouver la petite... Voilà, dans la ria de l'Étel, sur les rives, et on est ici. Alors, il s'agit en fait d'une résidence d'un membre de l'élite vénète, d'une villa maritime, qui a été fondée dans la première moitié du IIIe siècle et qui présente la particularité d'avoir un plan typique des villas maritimes que l'on peut retrouver ailleurs, notamment aussi en Italie, avec des portiques, une axialité, un espace de réception très, très important, des jardins, des bassins qui peuvent servir de piscine, et l'absence totale de bâtiments agricoles et de bâtiments de production. Donc il s'agit d'une résidence d'un membre de l'élite vénète qui devait probablement habiter aussi ailleurs et qui pouvait recevoir ses clients à cet endroit-là. Donc la particularité de cette villa, voilà les magnifiques reconstitutions qu'a faites Yann Bernard, une villa extrêmement luxueuse, avec énormément de décors, des stucs magnifiques qui ont été trouvés. Alain Provost est en train, je pense qu'il doit peut-être finir de préparer la publication monographique de ce site qui est vraiment absolument splendide. Et donc, il y aurait beaucoup de choses à dire, évidemment, dessus. C'est absolument pas l'objet de ma présentation. Parce que, en fait, cette villa a été détruite dans les années 284-285 par un incendie qui a détruit tous les bâtiments. Et à la suite de cette destruction, un nouveau type d'occupation se met en place. Le propriétaire a abandonné les lieux, n'a pas reconstruit, et c'est un nouveau type d'occupation qui s'est mis en place avec de nouvelles fonctions, des foyers, des forges qui ont été trouvées. L'activité, c'est aussi l'occupation, la deuxième activité à partir de 285 finalement, a duré très peu de temps, probablement une vingtaine d'années. Et au tout début du IVe siècle, l'ensemble a été définitivement abandonné et complètement ruiné. Donc, ce dont je vais vous parler et ce que je vais vous montrer, en fait, c'est l'activité qui dure sur deux dizaines d'années seulement. La particularité des vestiges qui ont été retrouvés, et c'est pour ça c'était l'objet de mon intervention, c'est la découverte d'une grande quantité de vestiges animaux, ce qui est effectivement assez rare, tout le monde le sait ici, sur la péninsule armoricaine. Et ces vestiges animaux ont été retrouvés au-dessus des niveaux de destruction de la villa liés à l'incendie. Ces ossements ont été préservés parce que en fait, les enduits peints se sont écroulés en fait, sur ces vestiges osseux. Et donc, ça a permis la conservation et à limiter l'action des acides et des actions physico-chimiques des sols acides. Et donc, des grands épandages, il s'agit d'os épandus, il n'y a pas de fosse, il n'y a pas de structure en creux, ou très peu de structure en creux. Alors, le matériel a été
a été étudié parce que l'objectif, c'était effectivement, devant cet assemblage assez inhabituel, l'idée était de savoir, d'essayer de comprendre quelle était l'origine de ces accumulations d'ossements, éventuellement de caractériser ces assemblages pour savoir s'il s'agissait d'alimentation et éventuellement de produire des informations concernant les activités agropastorales qui pouvaient avoir lieu autour de cette villa détruite. Et donc, il y a donc, comme je vous le disais, plus de 33 000 os animaux, ce qui est vraiment remarquable. On se retrouve sur des assemblages que l'on retrouve dans des régions plus favorables du nord de la Gaule, avec énormément de taxons. Alors le taxon, c'est un terme un peu fourre-tout dans lequel on intègre les espèces, les genres, ce qu'on a réussi à déterminer ou pas, avec 14 espèces de mammifères, 30 d'oiseaux, 11 de poissons, 27 de coquillages. Et notamment, il y a 30 espèces d'oiseaux. Ça, c'est quelque chose de très particulier. Le nombre d'os n'est pas très important, mais en tout cas, il y a énormément d'espèces marines. Il y a du grès-bupé, du goéland, du guillemot de Troie. Il y a de la bécasse, de la bécassine, des canards en tout genre, des pigeons aussi en tout genre. Évidemment, de la sarcelle, voilà. Et évidemment, la présence de ces oiseaux d'eau est liée à l'implantation de la villa au bord du fleuve côtier. On a aussi des passériformes, voilà, on a des merles, on a énormément d'oiseaux, énormément d'espèces d'oiseaux, et puis des rapaces qui complètent la liste du hibou, de autour des palombes. Alors, on va laisser tout de suite de côté ces oiseaux-là parce qu'il n'y a pas de traces de découpe dessus, ce qui fait qu'il est difficile de statuer sur l'origine de tous ces volatiles. Ils n'ont pas forcément été chassés et n'ont pas forcément été consommés. Ce qui n'est pas le cas, évidemment, des ressources maritimes. Voici deux figures qui représentent la fréquence des espèces de poissons et des espèces de coquillages retrouvés. Ici, c'est les effectifs, 25 ici et 800 ici. Pour ce qui concerne les coquillages, ça a été étudié par Catherine Dupont. Je vais passer très vite parce que ce n'est pas non plus l'objet de la présentation, mais enfin, c'est des assemblages qui sont suffisamment rares, juste pour que vous les ayez en tête, où on a une surreprésentation d'espèces qui vivent sur des rochers, la patelle. Et puis, on a aussi des coquillages qui vivent dans les contextes sableux ou de vases, la palourde, la praire. Voilà. Pour les poissons, on a en gros deux types de poissons. On a les poissons plats qui ont pu être pêchés à faible hauteur d'eau grâce aux fouennes. Notamment, Alain en a retrouvé un exemplaire dans les niveaux archéologiques. Et puis des poissons de pleine eau, du bar, de la vieille, de la dorade, des poissons que vous connaissez bien, qui ont pu être pêchés en pleine eau. Et d'ailleurs, on a retrouvé sur le site des laisses de filet ou des plombs de ligne qui attestent effectivement l'activité halieutique sur la zone. J'ai oublié de mettre mon chrono. C'est pas grave. Alors évidemment, l'énorme majorité des vestiges proviennent des animaux domestiques. Il y a deux horizons en gros. Un horizon qui est juste avant l'incendie, et puis après, je vais vous présenter l'horizon qui est juste après l'incendie. Mais simplement, retenez que voici, on a les effectifs d'animaux sauvages, et puis sachant que l'essentiel provient des animaux domestiques, avec le bœuf, 754 os, et puis le cochon, 832 os, et puis les restes finalement sont assez secondaires. Pour l'horizon suivant, donc en fait c'est le principal, c'est celui qui va nous intéresser en premier chef. On a encore de nouveau, je vous ai remis une petite figure pour vous montrer qu'il y a une diversité aussi, il y a un peu de cerf, un peu de renard, un peu de lièvre, voilà, mais enfin de manière très très anecdotique. Et puis là on a une représentation du bœuf qui est encore plus importante que l'horizon précédent, et c'est ça qui est intéressant, c'est cette forte représentation de cet animal. On a près de 8000 os de bœuf. Et ça, c'est quelque chose de particulier. Alors, on va juste zoomer sur cette question du bœuf et essayer de décrire un petit peu à quel type d'animaux on a affaire. Alors d'abord, très rapidement, mais c'est aussi pour vous montrer dans quelle mesure c'est intéressant d'étudier ce type de matériel. On a affaire à des animaux qui sont petits. Je vous ai mis ici des effectifs d'os longs par rapport, qui sont répartis en fonction de la taille au garrot de l'animal évalué. Donc vous voyez que c'est des petits bœufs
hein. Les petits font même pas à peine plus d'1 mètre. Et les autres, la moyenne, on se situe autour d'1,20 m. Donc vous voyez, c'est vraiment des petits bovins dont la taille n'est pas très éloignée des bovins que l'on trouve à la période gauloise, d'ailleurs. Et ça, c'est quelque chose de très particulier pour le IVe siècle, parce que si l'on compare cette taille-là, ici, qui est représentée par ces boîtes à moustaches, je ne vais pas rentrer dans les détails du fonctionnement de cette figure, mais simplement retenez que cette figure représente la taille des ossements, en quelque sorte. Et j'ai comparé cette taille-là, voici ici la moyenne des animaux de Ménévéchène, par rapport à d'autres bovins provenant d'autres cités du nord de la Gaule. Et on s'aperçoit qu'on est dans les niveaux les plus bas, des tailles les plus basses que l'on retrouve au IVe siècle. En Gaule, on est très loin des animaux des Rèmes, de Reims, des Bellovaques, des Atrébates, d'Arasnémétacum, où on peut avoir des bovins d'1,40 m, 1,50 m, 1,60 m. Ici, on est sur des choses extrêmement réduites. Alors, ces différences ne sont pas liées à des manques de savoir-faire que l'on ne comprendrait d'ailleurs pas, mais sont plutôt liées à l'existence d'une adéquation entre la taille, la robustesse, la forme des animaux et les usages que l'on en faisait, les formes, la destination de l'élevage, ainsi que les contextes agro-environnementaux. Alors évidemment, moi je relie ces données-là à la nécessité d'approvisionner le limès et les frontières de l'Empire avec des animaux, des animaux de haute taille qui produisent beaucoup de viande. On pourrait en discuter après. C'est tout un débat qui serait bien à mener. On va reparler des bœufs, mais je fais juste un petit aparté sur le cochon pour vous montrer, pour aborder rapidement la question de l'âge des porcs que l'on retrouve dans ces niveaux-là. Voici l'effectif, voici les âges en mois des porcs que l'on a retrouvés sur le site. Ça, c'est l'estimation faite à partir des os, ça, c'est l'estimation à partir des dents. En fait, on remarque que les animaux sont jeunes, hein, ils ont moins de 2 ans et demi, c'est-à-dire qu'en fait, on va abattre les cochons avant leur période de rentabilité maximale, rentabilité bouchère maximale. Et ça, c'est un faciès que l'on retrouve dans tous les sites, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun intérêt de garder des cochons vieux, sauf les reproducteurs, mais qui sont faiblement représentés. Ça, c'est une courbe de survie, c'est-à-dire qu'on voit qu'à 18-24 mois, il n'y a plus que 20% des cochons qui sont en vie, 80% des animaux sont abattus avant 24 mois, et ça, c'est quelque chose qui est typique de la production de viande. Pour les bœufs, on a un faciès assez différent et assez curieux, puisqu'on a exactement les mêmes types de figures, où on a les effectifs. Ici, on a 0-20 mois, 20-30 mois, 30-48 mois. C'est-à-dire qu'on a 4 ans ici, voici 4 ans. Et 4 ans, ça représente à peu près ici. C'est-à-dire qu'en fait, on a 60% des animaux qui sont abattus avant 4 ans. 4 ans, c'est la période globale de la rentabilité maximale bouchère. Donc en fait, la plupart du temps, sur les sites ruraux, on va garder les bovins vieux parce qu'ils vont servir à produire du lait et du travail, et on va abattre les animaux réformés. Et lorsqu'on les abat avant 4 ans, c'est qu'on a une volonté de produire de la viande. Ce n'est pas des animaux réformés, c'est des productions de viande. Et ça, on a un faciès qui est typique de ce qu'on retrouve dans les cités, dans les villes, dans les chefs-lieux de cités, en Gaule du Nord, à Arasnémétacum, à Melun, à Meaux, où il y a des grandes accumulations d'os de bœuf dans des boucheries que l'on retrouve. Et ça, c'est typiquement un faciès urbain et pas du tout un faciès rural. Ou dans les faciès rurales, dans les villas où l'on produit où on fait de la production agro-pastorale, on va avoir des animaux qui vont être abattus vieux. Donc ça, c'est déjà quelque chose de très particulier parce qu'on n'a pas du tout des animaux. L'âge des bovins que l'on retrouve, ce ne sont pas ceux que l'on retrouve habituellement dans les contextes ruraux. L'une des particularités, donc voyez-vous, donc déjà on commence à avoir des spécificités un peu curieuses. Hein. L'une des particularités aussi de ces dépôts, c'est finalement on voit que il ne s'agit pas d'ossements que l'on retrouve dans les dépotoirs domestiques habituels, qui sont coupés, qui sont cassés, mais on trouve des connexions anatomiques. Voici une tête de bœuf, voici la mandibule, la tête, et puis voilà le cou. On voit la première cervicale, et puis on a le cou ici. Et puis on voit ici des vertèbres lombaires, hein, donc les vertèbres du dos, et on voit qu'il y a des connexions aussi. Et ça, c'est quelque chose de très particulier parce que ça ressemble à ce qu'on trouve dans les dépotoirs de boucherie habituels, dans les dépotoirs de boucherie urbains. Donc là, on n'est pas sur des rejets alimentaires domestiques, mais
on commence à se dire, tiens, ça ressemble à de la boucherie, cette affaire-là. Hein. Et puis, on a des connexions. Voilà. Donc, on a des os véritablement en connexion. Et puis, on a aussi des connexions. Ouais, si on a des queues de bœuf parfaitement en connexion. On a des éléments comme ça de poignées, là, les carpes qui sont en connexion. Là aussi, en connexion, on a ici un tibia, un métapode, c'est-à-dire le tibia, le métatarse ici. Et donc, on a des éléments qui ne ressemblent pas à ce qu'on retrouve malgré tout dans les boucheries, parce que dans les boucheries, on a une fragmentation beaucoup plus forte. Là, on a l'impression que les membres ont été levés des animaux, ont été désossés, on a enlevé la viande, et puis finalement, on ne s'est pas occupé des ossements, un peu comme si le produit était véritablement la viande. Donc ça, c'est quelque chose de très particulier. Il me manque, voilà. Et voici les types de connexions que l'on retrouve. Hein. Donc voilà, on a carrément des membres postérieurs retrouvés complets, en place. Voilà, toutes les différentes, avec toutes les variantes, fémur tibia, tibia métatarse, voilà, ou humérus radius sur le membre avant. On a des coups, on a des vertèbres. Donc ça, c'est quelque chose de très très particulier et qui ne se rencontre pas d'habitude. Alors, ces vestiges en connexion, on les retrouve un petit peu partout autour de la villa. Et si l'on étend la répartition de ces vestiges, de l'ensemble des vestiges osseux, coupés, pas coupés, cochon, bœuf, l'ensemble, on s'aperçoit que cette activité a eu lieu sur l'ensemble de l'espace, en fait, sauf peut-être moins de cette zone-là. Donc c'est véritablement l'ensemble de l'espace qui était consacré à la découpe, de l'animal. Et puis, chose que j'ai oublié, c'était marqué sur la diapo, mais j'ai oublié de vous en parler, c'est qu'à côté d'animaux jeunes et très jeunes, on a aussi des restes de fœtus et de porcs et de bœufs. Des restes de fœtus qui marquent quoi? Qui marquent soit l'abattage de femelles pleines, in situ, soit un élevage in situ. En tout cas, lorsqu'on retrouve des restes des os de fœtus, moi je pense qu'en l'occurrence ici, on a l'abattage de femelles pleines. Et la particularité de cet ensemble, c'est qu'au-delà de la question des vestiges en connexion, on a aussi une répartition anatomique qui est très particulière. C'est encore des figures qui vont vous paraître cryptiques, mais en fait, c'est très simple. Voici si on se concentre sur le bœuf, voici une figure qui représente la représentation anatomique. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce qu'il y a plus de tête? Est-ce qu'il y a plus de membres? Est-ce qu'il y a plus de pieds? Est-ce qu'il y a plus de côtes? Le niveau normal, si vous voulez, ce serait un niveau 0. Voilà. Et voici les différents segments anatomiques. Tout ce qui est au-dessus de ce niveau 0, on est en surreprésentation par rapport à ce qu'on serait en mesure d'attendre. Et quand on est en dessous, on est en sous-représentation. Autrement dit, on a très peu de tête, on a très peu de côtes. Et en revanche, on a beaucoup de ceintures scapulaires, les épaules, beaucoup de membres, beaucoup de ceintures pelviennes, c'est-à-dire les cuisses. Autrement dit, on a une surreprésentation des parties qui portent de la viande, et on a une sous-représentation des parties qui, d'habitude, sont celles qu'on retrouve dans les boucheries domestiques. Autrement dit, les animaux sont bien abattus sur place, les os sont découpés, mais ils ne sont pas évacués ailleurs. En fait, on a la quasi-totalité des vestiges osseux issus des animaux que l'on a abattus. Et ça, c'est aussi quelque chose vraiment extrêmement particulier. Alors évidemment, ces vestiges sont découpés. Hein, on a presque 700 os qui présentent des traces de découpe au couperet que l'on a retrouvés sur le site, des couperets, donc c'est des feuilles de boucher. Et puis on a aussi des découpes plus fines qui sont menées au couteau. Je ne rentre pas dans les détails de la découpe, simplement là aussi on s'aperçoit que le type de découpe, il n'est pas celui que l'on retrouve habituellement. Il y a quelque chose de très bizarre. Alors je ne sais pas si c'est lié à l'activité ou si c'est culturel et c'est lié à la région par rapport à ce qu'on retrouve ailleurs en Gaule. Et puis ici, voici une scapula, hein, c'est l'épaule, avec, vous ne voyez pas bien, mais il y a un petit trou. Et ça, c'est des stigmates typiques de la boucherie, où quand on va lever l'épaule, on va utiliser des crochets, d'ailleurs qu'on a retrouvés sur le site aussi, pour accrocher l'épaule en attendant de s'occuper du reste de l'animal. Donc on a et les outils et les stigmates d'une découpe bouchère typique, presque typique, mais que l'on retrouve d'habitude en contexte urbain. Alors justement, c'est ça le problème. C'est que
Au minimum, si on compte au minimum, évidemment, c'est beaucoup plus. On a au moins 83 bœufs, au moins 31 porcs, au moins 10 moutons. Si on part du principe qu'un bœuf, ça fait à peu près 460 kilos, et qu'on en prend la moitié de poids de la carcasse, simplement sur ce qu'on a retrouvé épandu à Manévéchen, il y a au moins 22 tonnes de viande. Donc c'est absolument énorme, et c'est très peu habituel pour un site rural. Et surtout, ça ne ressemble pas à ce qu'on trouve généralement avec des répartitions anatomiques peu ordinaires, la présence de membres en connexion décharnés. Donc la quantité de viande que cela représente était très importante, et on perçoit très bien que ces volumes ne correspondent aucunement à une consommation domestique, et qu'en outre, la nature de l'installation ne permet pas d'envisager une grande quantité de consommateurs sur place. Il faut donc penser que ces vestiges reflètent une activité artisanale de préparation de viande, à la limite comme une boucherie, comme les grandes boucheries, les abattoirs boucheries urbaines, mais on ne conçoit pas non plus que toute la viande a pu être préparée et envoyée fraîche sur le lieu de consommation, puisque les agglomérations ne sont pas à proximité. Donc, oui, parce que d'habitude, on fait venir les animaux sur pied dans les villes, on les abat dans les villes, c'est quand même plus simple que de les abattre à 10 km et de faire venir des carcasses. Et donc là, on doit plutôt penser à une activité où on abat les animaux et effectivement on produit de la viande, mais avec une activité connexe de conserve, probablement de la salaison, à destination du marché local ou du marché à longue distance. Combien j'ai de temps encore? Pardon. 5 minutes. Alors, donc, les salaisons de viande ont sans doute été une activité très importante et intensivement pratiquée à la période antique. La fabrication de ces produits est liée au fait que la viande, une fois extraite de l'animal mort, se dégrade rapidement, et le sel permet ainsi de repousser sa consommation. La dégradation varie selon le climat et les saisons. En gros, climat tempéré, on peut estimer que de la viande sans traitement peut se conserver 4 jours ou 8 jours en hiver. Donc l'objectif du salage va être d'éliminer au maximum l'eau libre présente dans la viande. Le sel pénètre les chairs, se dissout, forme une solution qui n'est plus propice au développement microbien. Et puis par ailleurs, les cellules de micro-organismes vont perdre l'eau par phénomène d'osmose, et au point de ne plus pouvoir fonctionner. Donc les auteurs latins décrivent une mise en œuvre, décidément, une mise en œuvre assez similaire. Caton expose les étapes de la salaison de jambon. Consiste à alterner des couches de viande et des couches de sel. Columel aussi. Lui, il dit qu'avant de saler, il faut mieux enlever les os parce que ça se conserve mieux. Puis en plus, ça permet, dans le cadre d'un transport sur de la longue distance, de ne pas s'embêter avec du poids inutile puisque l'os, au bout du compte, n'est pas consommé. Donc autant désosser tout cela en amont et d'éviter des transports de poids inutiles. Donc, saler la viande, puis la fumer ou pas, permet l'établissement de réserves pour les unités domestiques qui peuvent dès lors étaler dans le temps la consommation des bêtes les plus grosses. L'autre intérêt est bien sûr aussi d'autoriser le transport, le commerce des produits alimentaires pour l'approvisionnement des troupes, et puis aussi ceux contribuant à la mise en valeur de la table des élites. C'est sans doute en grande partie le cas des salaisons de poissons, dont l'activité a pris des proportions industrielles dans l'Empire et sur lesquelles, on l'a vu tout à l'heure, il n'est pas nécessaire de revenir tant elle est étudiée. Elle fait l'objet de nombreuses publications. Mais en fait, cette industrie de salaison de poissons, aussi réelle et importante qu'elle fut, a éclipsé complètement, probablement, tout aussi importante, la salaison de viande. Le poisson tel qu'il est perçu à travers l'archéologie, en quelque sorte, cache le porc et le bœuf, c'est un comble, et participe à donner une fausse image des types de produits, des animaux et des volumes impliqués. Je n'en veux pas de ça. Il est clair que les raisons tiennent d'abord à la grande difficulté de reconnaître des os issus de viande salée dans les dépotoirs domestiques, on pourra en parler, à l'impossibilité qu'il y a d'en évaluer la quantité dans les assemblages, aux difficultés à définir la forme des ateliers de salaison et à l'absence de contenants spécifiques en céramique destinés au conditionnement de la viande préparée, contrairement à ce qui existe pour le vin ou les sauces de poisson. Alors, quelques textes nous apprennent que la viande circulait sur de longues distances. Strabon nous apprend que les jambons des Séquanes sont les meilleurs porcs salés qu'on expédie à Rome. Martial nous parle des Cératans, des Ménapiens. Et au-delà de l'image de l'importation de produits en provenance de zones d'appellation et que l'on se plaît à citer, il faut surtout retenir les quantités importantes que cela devait représenter. Strabon,
4.3, nous dit que la quantité de bétail est telle en Gaule qu'une extraordinaire abondance de salaison est fournie non seulement à Rome, mais à la plus grande partie des régions d'Italie. Varron insiste sur le fait qu'on voit en Italie des fosses à conserver l'art qui contiennent jusqu'à 3-4 000 pièces de l'art gaulois. Et il s'agit donc bien d'importations massives que seule permet une production massive. Donc l'approvisionnement des centres urbains et d'autres catégories de population concentrées comme les garnisons a constitué un des enjeux de l'organisation économique des territoires de l'Empire. Les campagnes environnant les villes n'étaient sans doute pas toujours en mesure de produire suffisamment pour nourrir les citadins tout au long de l'année. Il fallait constituer des réserves, sans doute importer des vivres des campagnes éloignées. Et la situation est la même pour les troupes basées sur les frontières qui ne pouvaient pas se nourrir à partir des seules productions locales. Il fallait importer des produits de l'arrière. Ainsi, à l'image des zones tournées vers la production de céréales à destination du Limès, on doit envisager des territoires d'où partent de grandes quantités de viande de conserve. Et tout cela considéré, y compris le fait qu'il faut une quantité de sel importante pour la mise en œuvre de ces salaisons, c'est à peu près 30% de la masse de viande qu'il faut produire en sel, on perçoit alors les quantités très importantes de sel et de viande dont il faut disposer pour produire des grandes quantités de salaisons. Il y a donc en conséquence un dilemme à résoudre, débouchant sur des organisations économiques très variables. La première possibilité consiste à fabriquer ces salaisons sur le lieu de fabrication de sel. Et l'épigraphique nous apprend d'ailleurs qu'un producteur de sel dans le nord de la Gaule pouvait aussi être producteur de salaisons. On peut penser que les territoires littoraux pouvaient avoir cette fonction, mais il faut que les campagnes soient en mesure de produire le nombre de têtes de bétail nécessaires pour assurer les commandes et que les installations agricoles soient dimensionnées et organisées de manière à pouvoir le faire. Et la présence de sel conditionna donc manifestement la préparation des salaisons, et nous percevons toute l'importance que le sel pouvait tenir dans l'économie pastorale de certains peuples littoraux, tels les Maurins, les Ménapiens, dont les jambons sont vantés par les auteurs latins, ou les Séquanes qui habitent un territoire truffé de sources salées, sans doute bien d'autres, peut-être comme les Vénètes, dont les terres devaient être couvertes de bestiaux. Alors pour répondre à la demande, les animaux peuvent aussi provenir de plus loin et être transportés à pied sur les lieux d'abattage et traitement, élargissant ainsi le bassin d'approvisionnement à une région beaucoup plus vaste. Mais il resterait à savoir, et je finirai par là, à savoir comment toute cette viande est transportée. Alors une partie des amphores, des dolias remployés peuvent être mobilisés, mais on pense surtout aux tonneaux, dont on sait que la fabrication était commune et étendue en Gaule et qui finalement est le contenant le plus adapté pour ce genre de marchandises. Aussi une planche issue de Marlière 2001 qui présente une typologie à partir des 200 tonneaux qui avaient fait l'objet d'une synthèse en 2001. C'est juste illustratif. Et les tonneaux potentiellement utilisés ne seraient pas différents de ceux employés pour le transport du vin. Et rien n'indique que ceux mis au jour en contexte archéologique sont forcément destinés à transporter du liquide. Certaines représentations figurées de tonneaux pourraient sans conteste illustrer le transport de conserves. On peut par exemple s'interroger sur l'omniprésence du tonneau sur les scènes de la colonne Trajane lors du transport du ravitaillement des troupes romaines. Je ne sais pas si vous voyez bien ici, on a des tonneaux ici sur une charrette, on a des tonneaux ici qui sont aussi sur un attelage tiré par des mules, on a des tonneaux qui sont embarqués sur des bateaux. L'armée de Trajan en campagne, en Dacie, devait avoir au moins autant besoin de vivres solides que de vin, et on peut se demander dans quelle mesure. D'accord, c'est des militaires, mais quand même, dans quelle mesure ces tonneaux représentaient plutôt du transport de salaison. Et un autre, et là je vous promets que c'est la fin, un autre exemple où là, sans conteste, me semble-t-il, on a une association viande-tonneau, c'est représenté par le relief funéraire de Tilchâtel en Côte d'Or, un relief qui est connu, dit du marchand de vin. Effectivement, on voit un marchand de vin, on voit ses pichets, on voit ces coupelles à bois, mais on oublie ici qu'à côté il a un charcutier, on voit ici les trains de côte de morceaux de viande de porc, ici on voit ces demi-têtes de porc, on voit ici les boudins qui pendent, on voit le gars d'ailleurs ici avec son billot et puis son couperet ici, et le tonneau qui est présent sur la scène, elle n'est pas devant le marchand de vin, elle est devant le charcutier. Et un
un tonneau ouvert qui est clairement figuré au premier plan. Le récipient est généralement considéré comme un remploi contenant du saindoux, mais il semble tout aussi possible que le fût contienne des pièces de viande salée vendues aux côtés de la viande fraîche. Ainsi, Manévéchin est bien différent des cas connus puisque le site est éloigné d'un centre urbain qui livre des os, parfois déconnectés, provenant de très nombreux animaux abattus et découpés sur place et dont la viande a été prélevée. Et la nature du lieu ne permet pas d'envisager une consommation in situ de toute cette viande. On doit penser qu'elle a bien été exportée et donc très probablement salée. Je vous remercie.